Stai ascoltando il podcast di Discorsi Fotografici. Dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia. Novità, interviste, recensioni, cultura fotografica. Discorsifotografici.it. Bruno Serralong est né en 1968 à Châtellerault en France. Il vit et travaille à Paris et à Genève, où il enseigne à la Haute École d'Art et de Design. Après avoir étudié l'art à la Ville Arson à Nice, à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et l'histoire de l'art à l'Université Panthéon-Sorbonne à Paris, il a développé, depuis le milieu des années 1990, une pratique photographique engagée, centrée sur des thèmes tels que l'histoire du médium lui-même, son utilisation et son potentiel informatif. Remettant en question l'objectivité du médium, il établit comme élément fondamental la responsabilité du photographe en termes de véracité des images produites. Son travail a fait l'objet d'expositions au Jeu de Paume à Paris en 2010 et au Centre Georges Pompidou en 2019. Dans un contexte de crise climatique et de déclin de la biodiversité, plus de 4000 m² de jardins urbains ont été détruits pour permettre la construction d'une piscine pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ces jardins communautaires se trouvaient à moins de 2 km du centre de Paris, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, le département français le plus densément peuplé et disposant du moins d'espaces verts. Ce n'est que la première phase d'un programme de destruction plus large. Au total, plus de 10 000 m² de jardins seront remplacés par une gare du Grand Paris Express et un nouveau quartier comprenant des hôtels et des bureaux. Pour s'opposer à ces plans de destruction, un collectif de défense des jardins s'est formé, composé de citoyens dont les parcelles sont menacées de démolition. À la fin de l'année 2020, une lutte de plusieurs mois a commencé. Le mouvement d'opposition a pris de l'ampleur et a reçu le soutien de la presse. Quelle a été ta première réaction lorsque tu as appris la destruction des jardins urbains d'Aubervilliers pour la construction des infrastructures des Jeux Olympiques de Paris 2024? J'ai commencé par aller voir, en fait. Ces jardins ouvriers, jusqu'à présent, je ne m'y intéressais pas trop. J'étais intéressé par des questions liées à la nature, à sa préservation, par des séries que j'avais fait avant. Mais les jardins ouvriers en tant que tels, ça n'était pas quelque chose que j'avais un peu dans mon radar au niveau des photographies. Et puis, ma méthode de travail consiste à lire la presse tous les jours. Et donc, au cours de cette revue de presse que j'ai faite, je suis tombé sur cette information que dans le cadre des JO, des Jeux Olympiques à Paris en 2024, un certain nombre de lieux allaient être détruits, transformés, modifiés. Et parmi ces lieux, il y avait ces jardins ouvriers qui devaient être détruits dans une large partie pour laisser la place à la construction d'une piscine pour les Jeux Olympiques, mais une piscine qui allait servir simplement pour les entraînements et pas pour les compétitions, et qui ensuite allait être une piscine qui pouvait être accessible à tous les habitants d'Aubervilliers. Et donc j'ai fait cette série qui était liée aussi à un autre projet de destruction lié à la construction, aux Jeux Olympiques, au village olympique en fait, qui a détruit un foyer pour travailleurs immigrés. Donc j'ai fait une série sur cette destruction et en même temps sur les jardins en fait. Donc c'est une série vraiment sur l'impact négatif des Jeux Olympiques dans la banlieue nord-est de Paris.
Et donc en fait, je suis arrivé une première fois dans ces jardins et les jardiniers faisaient des visites aux personnes qui voulaient pour que l'on commence à se rendre compte de ce qui allait se passer, donc que l'on voit les jardins dans l'état actuel et les jardiniers donc, montraient également les zones qui allaient être détruites. Et c'est tout de suite plus parlant, effectivement, quand on voit ces jardins qui étaient très beaux, en fait, par leur diversité, qui allaient être détruits. Forcément, vous vous dites, mais c'est pas possible, en fait. Ils ont raison de se battre pour préserver cette nature. Et c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe où aussi. La raison pour laquelle ça m'a intéressé, c'est que ce sont des jardins populaires où les jardiniers font pousser des légumes, non pas pour les vendre, mais vraiment pour les manger. C'est-à-dire que c'est une banlieue assez pauvre et les personnes qui ont ces jardins les utilisent vraiment pour subvenir à leurs besoins. Donc détruire ces jardins, c'était aussi remettre en cause une certaine économie pour ces personnes-là. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment intéressé. Peux-tu partager avec nous les processus de documentation photographique que tu as entrepris pendant la lutte du collectif de défense des jardins et quels ont été les moments les plus significatifs que tu as saisis à travers tes images? Pour l'exposition ici, j'ai fait un choix aussi de ne montrer que les images que j'ai réalisées dans le jardin, dans les jardins, parce qu'il y a toute une partie de manifestations dans les rues, par exemple, de défilés dans différents lieux que je n'ai pas choisi de mettre. J'ai vraiment privilégié l'unité de lieux, que l'on voit les jardins, en fait, dans leur diversité et dans la lutte. Il y a plusieurs moments, en fait, qui ont été vraiment importants dans cette lutte. Il y a eu la première partie qui était donc ces jardiniers qui faisaient visiter le jardin et qui organisaient des visites collectives, qui faisaient venir des journalistes, photographes, n'importe qui étant intéressé par le sujet. Et puis après, il y a eu un deuxième moment, peut-être là aussi, qui me rappelait une autre série précédente que j'avais pu faire, c'est que les jardins ont été occupés, vraiment, par les jardiniers. Donc c'est devenu une zone occupée par les jardiniers et par les personnes qui étaient proches, qui se sentaient proches de leur mouvement. Et donc là, ça a été un moment de bascule parce qu'il y a eu beaucoup d'activités dans ces jardins. Des activités, bien sûr des discussions politiques, mais également des activités festives, des pique-niques. On le voit dans l'exposition, il y a des fanfares qui venaient pour jouer. Donc c'est devenu un lieu de rencontre, de débat, de plaisir, de loisir en fait. Et ça, c'était des moments très très chouettes. Quel est le rôle de ta photographie pour donner une voix à la communauté locale et sensibiliser à la question de la préservation des espaces verts urbains et de la biodiversité? C'est une petite partie. Disons, c'est vraiment, je crois qu'il faut rester humble et la raison pour laquelle aussi dans cette exposition, j'ai choisi de mettre, bien sûr, mes photos, mais de les associer à des archives, des documents qui ont été produits au moment de la lutte. C'est pour montrer que c'était bien sûr un travail collectif et que c'est pas simplement ma photographie qui a pu faire quelque chose, mais c'est le travail d'individus qui se sont réunis ensemble et qui ont pu porter et défendre ce territoire. Et ils ont gagné, ils ont gagné devant la justice, donc les travaux ont été arrêtés. Et donc c'est aussi pour montrer que une situation peut basculer à condition de créer vraiment une force collective. Et la photographie joue un rôle, mais pas forcément le rôle le plus important. Elle joue un rôle après, souvent, en fait, comme témoignage de ce qui s'est passé. Et des fois, c'est un témoignage de victoire, des fois, c'est aussi des témoignages de défaite. Là, en l'occurrence, c'est le témoignage d'une victoire et j'en suis très content. Comment penses-tu que ta documentation visuelle peut influencer le débat public et politique sur la question de la destruction des jardins urbains et la nécessité de préserver des environnements vivables face au projet écocide? Là, encore une fois, c'est moi plus tous les autres, c'est devenu un sujet porté par beaucoup d'artistes, beaucoup de photographes. Je ne parle pas bien sûr aussi des politiciens et politiciennes qui, pour certains d'entre eux, portent également ça, mais c'est devenu un sujet inévitable en fait. Et c'est par la multiplication des possibilités de voir photographies ou des œuvres sur ce sujet-là
que la prise de conscience peut certainement se faire petit à petit en fait. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus remettre en cause le fait que le climat est en train de changer et avec lui va entraîner des modifications de notre manière de vivre sur cette planète. Et bien évidemment, la préservation des espaces verts urbains est une nécessité absolue et c'est une des raisons pour lesquelles je crois cette lutte, qui était une lutte extrêmement locale, à Aubervilliers, des tout petits jardins dont personne ne se souciait, c'est pourquoi cette lutte est devenue nationale avec un tel enjeu en fait. Et une des raisons pour lesquelles les jardiniers ont gagné, c'est bien évidemment parce qu'il y a cette sensibilisation aujourd'hui à ce phénomène en fait, de changement climatique radical qui va avoir un impact très fort sur nos vies. À la lumière de la victoire juridique qui a temporairement stoppé la démolition des jardins, quelles sont les perspectives d'avenir pour la préservation d'espaces verts urbains similaires et quelles mesures la communauté et les défenseurs devraient-ils prendre pour les protéger à long terme? Le problème, il est là, c'est que pour l'instant, il n'y a absolument aucune protection. Les jardiniers des Jardins des Vertus ont gagné, mais dans le même temps, d'autres espaces verts étaient détruits ou menacés par la construction d'autoroutes, de bâtiments. Donc ce sont des luttes qui sont à chaque fois, qui doivent être recommencées, qui demandent beaucoup d'énergie. Il y a en France actuellement des luttes contre ce qu'on appelle les méga-bassines, qui sont des lieux de rétention d'eau pour l'agriculture intensive. Et donc ça aussi, ça génère un mouvement d'opposition assez fort. En fait, le problème, il faudrait bien sûr des lois. Aucun gouvernement ne veut prendre le risque de faire passer ces lois parce que c'est protéger des espaces verts qui seraient donc extraits de l'économie, qui resteraient comme ça. Et donc, d'un point de vue, j'imagine, purement comptable, ces espaces, ils doivent être transformés pour un bénéfice économique d'une entreprise ou autre. Or, il faut que le gouvernement ou les gouvernements comprennent qu'il y a un bénéfice absolu à garder ces espaces verts pour le bien de la communauté et pas pour effectivement le bien des entreprises. Donc la photographie est encore utile à la société. Le problème, il faudrait bien sûr des lois, mais aucun gouvernement ne veut prendre le risque de faire passer ces lois parce que ce serait protéger des espaces verts qui seraient donc extraits en fait, de l'économie.